mari l'a toujours entretenu. La fâche fly! La fâche fly. Es-tu correct? Oui, je l'ai. Comme ça. C'est le même. Loulou, faudrait que j'aille aux toilettes. Ben, prends la fâche fly puis vas-y, Rénal. J'irai pas te la tenir, certain. C'est sûr. Je reviens. Loulou? C'est-tu Mario, ça? Oui, c'est Mario. J'ai croisé Martial sur le chemin, il m'a demandé de venir te trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Rénal est ici. Rénal Quentin? Oui! Ça fait 3 heures qu'il est ici. Il nous commande des 7-Up grenadines, puis il paye en 10 cents. Il veut pas me dire pourquoi est-ce qu'il colle ici, puis il veut pas s'en aller chez eux. Y a-tu le droit d'être dans un bar? Il vient jamais sans son père, d'habitude. Puis là, il est où? Aux toilettes. Je trouve qu'il a pas l'air bien. Hey! Salut Mario! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Sauf qu'il est prêt à tomber de sincère. Oui, monsieur. Je voyais plus ni ciel ni terre sur le chemin. Et parlez-moi-en pas! Je suis venu ici en bicycle! Ton père est pas avec toi? Mes parents sont au chalet. Ils ont décidé que j'étais assez grand pour me garder tout seul. Ah bon? On voit pas souvent à Saint-André, Mario. Je travaille pas mal de l'autre bord du lac depuis 5-6 ans. 5 heures de Marie, Saint-Nazaire. Je suis quasiment tout le temps à mon chalet. C'est où ton chalet? C'est la rivière Péribonca. Dépasser la marche. C'est tranquille. Plus tranquille qu'ici, faut le faire. Oui. Ta grande maison reste vide. Je commence à penser à la vente. 73 aux amateurs! Si c'est pas briqué Quentin! J'aime ça me faire appeler de même, tu le sais. C'est sûrement affectueux. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mon chum. Quand même, hein? Enchanté. Albert. Moi, c'est Mario. Quel bon vent t'amène? Un vent de marde, tu veux dire. J'ai ramassé ce monsieur-là sur le chemin, monsieur. Robert. Bonjour. Le pauvre gars est resté en rack à la pluie battante. J'ai essayé de faire venir le towing de Chambord, mais imaginez-vous donc que la rivière a débordé par-dessus le rang. Ça passe pas. Le gars veut pas passer avec la remorqueuse par les petits chemins, il dit que ça défonce de partout. Et tu après dire qu'on est poigné ici? Pour une secousse, en tout cas. On a perdu les lumières, ça fait 1 heure. T'as-tu de la bière pareille? J'ai de la bière tiède. Pas grave, ça, loulou. La bière chaude, c'est moins dur sur l'estomac. Chez nous, l'hiver, je la fais chauffer un peu sur le poêle. On va te prendre 2 grosses bières tièdes. Apporte-moi la même chose que tantôt pendant que t'es debout. Inquiétez-vous pas, j'en ai mis dans la glace aussi. Vous, monsieur, prendriez-vous un petit quelque chose? Je prendrais un old fashion. Oui, monsieur, ça sent bien. Hein, quoi? Es-tu sûr que tu sais faire ça, Loulou? Inquiète-toi pas, c'est pas parce que le monde ici boit juste de la bière que je connais pas mon métier. Tu crois que ça, c'est juste à marcher du char à venir ici? Et moi, je suis venu en bicycle de chez mes parents tantôt, je suis encore tout trempe. Qu'est-ce que vous venez faire dans le bout? Ah, je pensais. La famille allait voir en Mauricie. J'essaie d'aller prendre la 155 par les petits chemins, puis j'ai brisé mon char plus haut sur le rang. J'ai jamais vu ça tout arrêté en même temps. Ça ressemble à ta strap de timing. C'est-tu un vieux char? Assez, oui. Vous êtes pas rendu? J'espère que c'est pas des affaires urgentes qui vous amenaient là. Assez, oui, mais je vais prendre mon mal en patience. Moi, c'est Gilbert.
Enchanté, monsieur. Rénal. De type rénal. Charles, j'ai pas fait le voyage juste pour toi. Tu parles d'un casse de bain. Voyons, Briquet, Loulou travaille pas pour le diable. Attends, tiens, ça a plus d'allure. Crée enfant. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? De là-bas? Ouais. 6 mois. Ça se passe-tu bien à date? Sa mère dit que oui. Ils sont où, ses parents? Il dit qu'ils sont au chalet. Tu le crois-tu? Je trouve ça bizarre. Tu connais son père depuis 30 ans, il ne laisserait pas son fils tout seul la fin de semaine, 6 mois pour être sorti de l'asile. Ça s'appelle plus des asiles, Martial. Moi, sac, comment ça s'appelle? Il est dehors pour une seule raison, parce que le provincial coupe dans les maisons pour les malades comme lui. Tu sais ce que je pense. C'est en prison, il aurait dû le mettre, puis il aurait dû perdre la clé après. Mais sois pas trop raide avec lui, là. Il a quand même été quasiment 10 ans chez les fous. Et bon. En attendant, fais quelque chose pour mon kit. Essaye d'appeler à la maison chez son père. T'as-tu le numéro du chalet? Non. Mais ma chum Marie, ça l'aurait peut-être. Essaye de le trouver et t'appelles aux 2 places. J'aimerais ça en avoir le cœur net. J'ai pas vu ça depuis le déluge. Au déluge, j'avais mouillé 3 jours de suite de même sans discontinuer. Touche du bois qu'on soit pas repogné avec pareille catastrophe. Ça serait un temps pour voir Marie sans tête. Marie sans tête? Ah! Ça fait une éternité, j'ai pas entendu ça. Êtes-vous de la place, monsieur, Boudin? Appelez-moi Hubert. Non, pas moi, mais ma famille, oui. C'est ma grand-mère qui me contait ça quand j'étais petit. C'est tout un souvenir. Ça vous dit rien, vous autres, cette histoire-là? Je pense que ma grand-mère aussi, elle me racontait ça quand j'étais petit. Ta grand-mère est morte quand t'avais 6 ans, tu te rappelles de rien pantoute. Je te le dis que je m'en rappelle! Ma mère à moi! Elle nous racontait ça, mais ça pour moi. Probablement juste pour pas qu'on traîne dehors quand il y avait de l'orage. L'histoire de Marie Laflamme. C'était quoi? Marie Laflamme était une jeune femme en âge de se marier, puis elle portait mauditement mal son nom. Comment ça? Parce qu'elle était dehors tout le temps, même la plus battante, puis qu'elle était célèbre dans tous les rangs pour se baigner dans la rivière, toute nue. Elle avait l'eau puis l'air sur sa peau, Marie Laflamme, mais elle mettait le feu au cul de tout le monde. Dans ce temps-là, une fille de même, les parents géraient ça de la pire façon possible, en les mariant. Marie Laflamme était fiancée avec le fils du boucher. Du boucher. Il voulait la marier depuis qu'il était tout petit, puis pour lui, c'était une affaire attendue. Il n'aurait jamais même imaginé que ça puisse se passer autrement, puis Marie Laflamme non plus, hein? Avant de rencontrer l'autre. L'autre, c'était un gars du village aussi. C'était un beau métis de pointe bleue. Il était venu dans le coin pour bûcher. Ah! Vous savez ce que c'est, l'amour? Même après l'avoir vu juste une fois sur le perron de l'église, Marie Laflamme en était folle. Puis le beau métis aussi était fou d'elle avec ses grands cheveux oranges puis ses taches de rousseur. Ils ont commencé à se donner des rendez-vous secrets sur le bord de la rivière, au pied de la chute à l'épouvante. Il faisait-tu l'amour? Ben oui, Rénal. Les jeunes aiment ça se faire à croire que jamais personne n'a baisé avec eux autres. Mais si c'était vrai, on serait pas là pour en parler personne. Je suppose que l'autre gars l'a su. Ouais. Le bruit de la chute couvrait leur rire, mais apportait leur écho loin sur la rivière.
le fils du boucher s'est mis à les espionner, puis à en faire une maladie. Il s'est mis dans la tête de parler à Marie, puis de la faire revenir à elle. De la faire revenir à lui. Il savait que Marie Laflamme se rendait toujours à l'avance à ses rendez-vous pour danser toute seule à la pluie en rêvant au baiser du beau métis. Ça fait qu'une bonne fois, il l'a suivi sans se rendre compte qu'il avait gardé son tablier de boucher et un gros couteau à viande sur lui. Quand le beau métis est arrivé au pied de la chute, il a trouvé le corps de Marie dans les grandes herbes. Mais pas sa tête! Le fou était parti avec! Qu'est-ce qui est arrivé avec le corps? Le beau métis le promenait partout dans le village en pleurant. Il la tenait dans ses bras, comme une mariée. Les gens ont bien failli l'accuser, lui, du crime, sauf qu'avant la fin de la journée, le boucher est venu à la mairie avec son fils, en le traînant par l'oreille, comme un petit garnement. Il l'avait trouvé dans le shed à bois, en train de parler à la tête de Marie. Le bonhomme portait dans l'autre main un paquet de papier ciré attaché avec la ficelle de boucherie, comme un gros gigot. Il y a des dames qui sont tombées sans connaissance en comprenant ce que c'était. Le boucher savait pas quoi faire, il a dit « J'étais toujours bien pas pour la traîner par les cheveux! » Oh boy! Ils ont envoyé le fou se faire pendre à Chicoutimi. Puis ils ont enterré les 2 morceaux de la pauvre fille ensemble. Mais dans les années qui ont suivi, les gens sont mis à voir le fantôme de Marie danser au pied de la chute les jours de tempête, en attendant le retour du beau métis. Ma mère nous faisait assez peur avec ça. Elle disait « Restez pas sous la pluie. Vous allez voir Marie sans tête. » Elle l'imitait. Elle dansait comme elle dans la cuisine. Une grande valse, très lente, pour pas perdre la tête, tout en finissant, oups, par la perdre quand même. Je savais que je me rappelais, Loulou! Ma mère a dit que c'était pour ça qu'on appelait la chute de même, puis que tout le village s'appelait Saint-André d'Épouvante avant. C'est une des explications, mon Rénal, mais je pense que tout le monde appelait déjà le village comme ça, déjà dans ce temps-là. Saint-André d'Épouvante, il y a plus grand monde qui appelle ça comme ça aujourd'hui. Il y a plus grand monde qui se compte des peurs comme ça aujourd'hui non plus. C'est dommage. C'est tellement plaisant de se raconter des histoires de peur quand l'orage gronde. Des histoires comme Marie sans tête, il en reste plus des tonnes. Ma grand-mère appelait ça des histoires à sa grand-mère. Vous aimez ça, les peurs, M. Robert? J'aime ça beaucoup. Ben, je peux vous en conter une histoire qui m'est arrivée à moi. Pas tellement loin d'ici, en plus. Bougez pas, je vais vous raconter ça. Le temps de réchauffer ma bière. Peux-tu emmener une bière à tout le monde, sauf à Rénal? Bah, Rénal aussi, un coup parti. Mais moi, j'aime mieux cet homme. Laisse faire, Loulou. Je vais y aller pour toi. Monsieur Gilbert, voulez-vous une bière aussi? Je prendrais un bon Manhattan avec 3 gouttes de bitters. Moi, je suis pas capable de faire ça, par exemple! Laisse-moi faire. Je vais faire ça pour le monsieur. Toi, là, prends la page fly, puis ramène-moi du Canadian Club dans le backstore. C'est beau. J'en reviens. Il n'y a personne qui répond nulle part. J'ai laissé un message à la maison, mais ils n'ont pas de répondeur au chalet. C'est pas normal. Peut-être qu'un de nous autres devrait aller voir. Oui, si le temps se calme, c'est ça qu'on va faire. En attendant, on est aussi bien de le surveiller. Monsieur Martial, j'attends mon histoire. Ça sera pas long! Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est qui, lui? Jamais vu de ma vie. Il me dit quoi en maudit, là, mais je suis pas capable de me rappeler. Maudite mémoire. Comment vous m'avez dit, c'était déjà votre nom? Gilbert. Gilbert.
Je pensais que vous aviez dit Robert. C'est ça. Robert Gilbert. Vous m'avez pas dit Albert? Robert Albert Gilbert. Ma mère aimait ça, les rimes. Êtes-vous un petit Gilbert de Chambord? Non, les Gilbert du Lac-Docteur à Saint-Honoré. Du bord de ma mère, qu'on vient du Lac-Saint-Jean. Comment s'appelle votre mère? Luce Hamel. Votre famille vient pas de Saint-André. Tu portes la mère de ma mère. Le père de ma mère avait une quincaillerie à Saint-Prime. Gérard. Ah, Son père avait des mères dans le temps, puis sa mère, c'est une Boilly d'Héberville. La mère de ma mère, c'est une Girard d'ici à Saint-André. Les Girards du Saint-Hilaire. Oui, les Girard du Saint-Hilaire. La fille à Eugène. Non, la fille à René. La sœur à Jean, Gilles, Jean-Gilles, Jean-Pierre, Jean-Marie, Jean-René, puis Jean-Jacques. Étais-tu la sœur à Marthe? Non, Marthe, c'est sa mère. Marthe Dufour, qui venait des biens puis qui avait de la famille ici, elle avait. Les sœurs de ma mère, je me souviens plus toutes de leur nom. Elle m'avait un des gars, je pense qu'il était 17 frères et sœurs, c'est mon arrière-grand-père. Ah, les Girards du Saint-Hilaire, il en reste plus des tonnes. Ben, il reste quand même mon oncle Roland, mon oncle Gérard, puis ma tante Maude. Hier, je pensais dire bonjour à mon oncle Jean-Hugues et à ma tante Marcel, la marraine de mon père. C'est bien beau monde, en tout cas. Agent Martial, tu n'as pas dit que vous avez des histoires de peur à nous conter? Oui. Ça va faire drôle, c'est une histoire qui se passe dans la neige. Pas l'histoire du voleur. Oui. Loulou le sait peut-être aussi, mais Rénal, ça m'étonnerait. Non, je la sais pas. Hey, tu nous contais ça à Noël dans le temps quand je sortais avec ta fille. Ben, mettons qu'aujourd'hui, c'est le Noël des campeurs. De neige. Il en était tombé 3 pieds dans la nuit. Ça tombait à gros flocons avec un vent de côté, là, tu sais, quand tu sais pas si ça monte à terre ou bien si ça tombe du ciel. Je venais de commencer à patrouiller dans le bout. J'étais tout seul dans mon char quand le dispatch a appelé. Il devait pas avoir grand monde sur les chemins. Non, mais il y avait un résident qui avait vu un intrus rôder autour des chalets sur la rivière. J'avais pas besoin d'un portrait robot déjà dans ce temps-là. Ça pouvait juste être le même crotté que d'habitude. Pas Réal Cormier. Lui-même, en personne. Réal, le pas de talent. Il était en train de défoncer des chalets en mettant le stock volé dans le char à son père. Un vieux Valiant Station, vert, pas vraiment lime, plus comme le dedans de la course d'un petit bébé. Chartreuse. Exactement. Avec la tempête, Réal s'était dit qu'il n'y aurait pas de police dans le bout. Pas fou, sauf qu'il y avait encore Martial. Ce mon gars-là, il me voit, puis il part comme une flèche en sens inverse. Ça glace noire. Je fais mon U-turn, puis je pars après bien lentement. La pire poursuite d'innocents que j'ai vue de ma vie. Comme dans les films, mais au ralenti. On a traversé le village à 10 000 à l'heure, avec lui qui essayait de pas prendre le clos, puis moi qui essayais de pas y rentrer dans le cul. Vous êtes rendu où à manger de même? Pas loin. Réal a arrêté son char en plein milieu de la route, à peu près 10 minutes après qu'on ait passé le village. Fait que tu l'as embarqué tout de suite? Non, asti! Cet imbécile-là, il a manqué de gaz! Mais c'est pas la meilleure. Au lieu de m'attendre, il sort par la porte de passager, il sac dans le fossé, puis il part à courir dans le champ vers la ligne d'arbre à 300 pieds du chemin. Qu'est-ce que t'as fait? Tu vas avoir 4 pieds de neige dans le champ. J'avais-tu envie de courir après, tu penses? C'est pas mêlant, j'aurais tiré dans le dos, le petit Chris. En plus, le calice de dispatch ne voulait pas m'envoyer de backup. Il n'y avait plus personne dehors avec la petite tempête. Moi, j'ai pensé, tout juste à le laisser mourir au fret. T'as petit trou de cul là? Wow! Le gars, il avait pas grand chance de réussir grande évasion dans cette température-là. Parti par où il était parti, il y avait un maudit grand bout de nulle part à marcher avant de repogner une route. Il était bon pour courir jusqu'au trou de la fée. Ben, Jésus-Christ! Je suis parti après pareil. L'as-tu pogné? Je l'ai pogné! J'ai pas fait 200 pieds dans le champ, que les cuisses me brûlaient comme si j'étais après courir un marathon. Tu pouvais pas avancer là-dedans. Rendu dans le bois, je suis déjà à moitié mort quand j'entends ce mongol-là m'appeler. Il est à côté d'un arbre, à moitié mort lui avec.
J'ai dit, hey! Maudite bonne idée, Réal, de te sauver dans le bois! Ça allait pas tellement bien, nos affaires. Je te gage que vous avez juste eu à revenir sur vos pas. On était en plein milieu du bois, perdu. Je commençais à m'endormir. J'avais chaud au lieu d'avoir fret. À un moment donné, les jambes m'ont lâché, puis je suis tombé la face la première à terre. Réal, il me dit, embarque sur mon dos! J'ai répondu, rêve pas en couleur! Je ne sais pas comment, il a réussi à me prendre sur son dos pareil. Il avait raison. On était juste à côté du champ. On était sauvés si on se rendait en route. Sauf qu'il devait avoir 5 pieds de neige dans la plaine, puis encore plus à des places à cause de la rafale. On nageait dans cette hostie de marque blanche-là! Et si vous êtes là pour en parler, je suppose que vous êtes rendu. Oui, c'est pas toute l'histoire. Exact. Ça a dû prendre 10 minutes de nous rendre à l'autre bout. Mais Réal a réussi. Je suis descendu sur son dos, puis je suis parti à rire. J'en pleurais. Je pouvais pas croire qu'on s'était rendu. Qu'est-ce qui est arrivé, Guidon, Martial? En me virant de bord, je suis revenu en face de la plaine. J'ai arrêté de rire d'un coup sec. J'ai vu le grand champ découvert, mais il n'y avait pas de traces dedans. Il neigeait plus pourtant. On venait juste de traverser, mais il n'y avait pas une maudite empreinte. J'ai dit, Réal, t'as pas laissé de traces en neige! La tête me tournait. J'ai juste eu le temps de l'entendre répondre. Il m'a dit, je peux pas laisser d'empreinte, chef. Je suis mort. C'était un autre patrouilleur qui m'a trouvé. Dans mon char. Je m'étais endormi avec le chauffage au fond. J'avais des enflures partout. C'est pas mêlant. Dans le bain, j'ai vidé la tank d'eau chaude au complet avant de m'enlever le frisson. En tout cas, c'est depuis ce temps-là que je chauffe au bois et que je bois ma bière chaude. Je veux pas t'achaler avec ça, Martial, mais je la connais très bien, ton histoire. Elle t'a oublié, mais Réal Cormier, c'était pareil que moi. J'ai rien oublié pantoute, je voulais juste te donner une chance de pas t'en vanter. Dans la famille, on raconte pas cette histoire-là à Noël. On raconte que t'as pas fait 100 pieds dans le champ avant de revirer de bord puis de laisser Réal mourir comme un chien. C'est sûr que même quand tu fais un bon coup, il y en a toujours un pour te dire que t'as rien fait de spécial, dans le fond. Surtout quand t'es dans la police. Je ne sais pas comment ta mère a fait pour être aussi fine, mais dans une famille de même. Les Cormiers, c'est une famille de restants de crosse. La moitié sont des voleurs, l'autre moitié sont des Mongols, puis l'autre moitié sont voleurs puis Mongols en même temps. Fait beaucoup de moitié, ça, mon Martial? Ouais, toi! Ben, moi pas en plus, les écrits! J'allais dire que les Cormiers sont pas assez fous pour allumer le feu, mais pas assez faits pour l'éteindre. Mais ça s'applique pas très bien à mon ami Briquet. Je t'ai dit de pas m'appeler de même! Je t'ai dit de pas m'appeler de même! Je t'ai dit de pas m'appeler de même! Dans votre famille, le monde a dit que mon histoire était pas vraie, mais dans toute ce gang-là, il y a jamais personne qui a pu expliquer comment ça se fait qu'au printemps, je savais exactement où trouver le corps dans la forêt. Ils disent que t'as juste eu à suivre les corneilles! Si on avait juste à suivre les corneilles pour trouver un trou de cul, ça sonnerait souvent à porte chez vous. Hey! En tout cas, ça m'a donné la chair de poule, cette histoire-là. Pensez-vous que vous avez vu un fantôme ou que c'était juste de l'hypothermie? C'est sûr que c'est plus commode de penser que tout ça c'était juste dans ma tête. Mais maudit, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est drôle à dire, mais je me rappelle mieux de la face à Réal que de la face à mon père qui est mort, ça fait 40 ans! La mémoire, c'est drôle ce que ça retient puis ce que ça oublie. Hein? Et des fois, tu peux te rappeler ton numéro de téléphone dans l'appartement que tu habitais à 8 ans, mais t'es même plus capable de te rappeler la face de ta mère. Même en regardant un album photo, là. Tu sais, tu tournes les pages et tu te dis, voyons, il me semble qu'elle avait même pas cette face-là. Je le sais de quoi tu parles, Loulou. On dirait que j'ai toujours de la misère à me souvenir de ce que j'ai fait hier ou avant-hier, mais en me couchant l'autre soir, je me suis rendu compte juste de même, sans forcer, que j'étais capable de me rappeler du nom de toutes mes toutous puis de toutes mes G.I. Joe quand j'étais petit cul. Tu vas voir, Martial, puis toutes vous autres aussi, là. Un jour, le plus drôle, là, c'est que tu te mets à rencontrer tout le monde que tu connais déjà. Pas parce que tu les as déjà vus, là, mais parce qu'ils sont pareils à d'autres.
Rénal, t'es le sosie du curé de la paroisse ici quand j'étais toute petite puis que mes frères servaient à la messe. Il n'y avait pas un point sur le caillou, là, mais pour le reste, vous êtes pareils. Toi, Mario, t'es le portrait craché de mon frère Serge. Il s'est noyé dans le lac Saint-Jean en essayant de sauver un de ses chums. En 1973. Depuis que je suis barmaid d'ici, je te vois arriver, la première affaire que je pense, c'est « Hey, voilà mon grand frère! » Auquel de tes amants je te fais penser, moi, le loup? Je vais te faire de la peine martiale, mais toi, t'es mon père. Il mesurait 6 pieds 4, il faisait 250 livres, mais il avait le même maudit caractère que toi, identique. Nous deux, on s'est déjà rencontrés quelque part. Oui, puis je viens de le trouver. À 16 ans, j'ai commencé à travailler dans les bars, même si j'avais pas le droit. Je travaillais dans un club à Hamad où il y a eu une grosse fusillade. Au swing à Alma. Oui. Mais j'ai pas vraiment envie de la raconter, cette histoire-là. Il y a 2 fous qui sont rentrés puis qui sont mis à tirer sur tout le monde. Il y a eu des morts, des blessés. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis couché en arrière de mon bar. Le bruit était assourdissant. Il y a un homme qui est venu me relever puis qui m'a aidé à me calmer après. Je ne l'ai jamais revu, mais il vous ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ça devait être un méchant beau bonhomme. Très beau. Avec des cheveux un peu comme les vôtres, là, mais plus longs. Tout le monde avait les cheveux longs dans ce temps-là. Ah, ça me fait drôle de penser à ça. C'est comme ça. Après un temps, tu rencontres juste du monde que tu connais déjà. Comme s'il y avait un nombre limité de faces et de caractères dans l'univers. Qu'est-ce que tu veux dire, le loup? Mon mari, Jean-Marc, vous le connaissiez, il prenait jamais un verre. Il disait que c'était la seule façon de faire de l'argent pour un propriétaire de bar. C'était pas vraiment ça la vraie raison. Une fois, il a bu aux noces d'une petite cousine à Dolbeau. Ça me fait 10 ans qu'on était ensemble, je ne l'avais jamais vu partir. C'est lui qui a chauffé en revenant, il conduisait mal en maudit. Je disais, Jean-Marc, laisse-moi donc chauffer. Ben, il voulait rien entendre. Quand on est arrivé à la maison, j'ai dit que j'avais trouvé ça bien ordinaire, sa ronde de colon. Il m'a sacré une claque d'en face. Pas une claque pour rire, là. Les oreilles me scilaient. Le lendemain, j'ai fait mes valises. Lui, il m'a juré de plus jamais prendre une goutte puis de plus jamais faire une affaire de même. Je suis restée. Je le regardais graisser ses rôtis, exactement de la même manière que mon premier chum qui me battait à grands coups de poing. Puis j'ai compris que la seule différence entre les deux, c'était 20 ans puis la boisson. Je le regardais puis je me disais, t'aurais dû le savoir, calvaire! Ils sont pareils! Ce jour-là, je suis devenue vieille. Quand j'ai compris que le monde ne pouvait plus me surprendre, mais qu'il pouvait encore me décevoir. En tout cas, moi, toutes les fois que je vais te revoir, je vais être bien content. T'es fin, Rénal. Checkez-moi le séducteur. Les gars, je vous ramène une autre bière. Monsieur? J'enchaînerai avec une vodka martini très sec. Au shaker ou à la cuillère, mon ami? Au shaker. C'est James Bond, ce style-là.
commencé à fumer, donc. Non, c'est juste une affaire que j'ai trouvée dans le garage chez nous. Tant qu'à dans les pages, tu pourrais nous raconter l'histoire des secoupes volantes de la rivière Péribonka. Vous avez vu des ovnis, Monsieur Mario? J'ai pas envie de parler de ça. Zéro. Ça m'énerve, ces affaires-là, puis tu le sais. J'ai jamais rien vu qui avait l'air d'un fantôme ou d'une soucoupe volante ou je sais pas quelle crise de niaiserie. Toi, peut-être, mais ta femme. Qu'est-ce qu'elle a vu d'étrange, la belle Margot? Elle l'a pas vu toute seule. Il y a des dizaines de campeurs et de curieux qui ont vu ça aussi. Tout un été de temps, en 1996. 1997. C'est ça. Elle voyait des lumières dans la montagne en face de le chalet. Quel genre de lumière? J'ai pas envie qu'on parle de ça, Martial. T'as-tu d'autres choses à faire, toi? Laisse-nous en avoir du fun un peu. Moi, ça m'intéresse, mais ça serait peut-être mieux de pas trop brusquer Monsieur Mario. Regarde, je vais partir. Je peux en raconter un petit bout parce que figurez-vous donc que ma femme et moi, on a été les premiers à boire de quoi. On est allé virer chez Mario puis Margot en 4 roues. On est venu prendre un petit café. On est resté prendre une petite bière, puis on a fini par rester pour souper, puis par s'enfarger dans la bière, le vin, puis des cafés cheminots. On jasait, puis Mario était sous-mort dans sa chaise berçante. J'étais pas sous, j'étais brûlé. J'avais coupé du bois de Ouais, c'est ça. Vers 1h du matin, Margot, elle nous a demandé si on avait envie de voir quelque chose de bizarre. Elle n'a pas dit bizarre, elle a dit spécial. On a dit oui. Margot nous a emmenés en canot, puis elle a ramé bien tranquillement jusque de l'autre bord de la rivière. La rivière a l'air d'un lac à ces hauteurs-là. Puis à des places, les montagnes de chaque bord font quasiment comme un fjord. Exactement. On est resté à rien faire un bout de temps, puis ça a commencé. Il y avait comme une lueur qui cernait le contour de la montagne. On aurait dit qu'il y avait des bombardements de l'autre bord, sauf qu'il n'y avait pas un son. Ça a duré à peu près une demi-heure. Margot était comme hypnotisée. Puis quand ça a été fini, on nous a parlé des lumières sans d'y continuer jusqu'au chalet. Elle les avait-tu vues souvent, quoi? Je sais pas. On en a parlé à droite, à gauche, la rumeur s'est répandue. Puis Mario vient pas à visite. Pas en tout. On s'est ramassé avec des fous qui venaient passer des nuits sur la rivière ou sur le bord assis dans des chaises pliantes. Pareil comme dans le film de Steven Spielberg. Le monde voulait voir des ovnis. Le monde se font bien des accroires à cause de la base militaire. Des accroires de secoupes volantes puis d'avions expérimentaux. Sauf que ça ressemblait pas vraiment à des extraterrestres. Ça fait que les fous se sont tannés. Ça ressemblait à quoi? À ce que Martial a dit les fois que je les ai vus. On dirait que c'était toujours plus spécial quand Margot était toute seule. Tu croyais pas ta femme, tout donc? Moi, je peux juste jurer de ce que j'ai vu, puis j'ai pas vu grand-chose. Margot, elle a trouvé que ça ressemblait à quoi? À des ovnis ou bien une autre affaire? Ça, c'est une histoire plus longue un peu. On a le temps! Toi qui es bon dans les mots croisés puis les génies en herbe, mon Martial, dis-moi donc qui a réussi le premier vol d'avion New York-Paris. Charles Lindbergh, à bord du Spirit of St. Louis. Ce que le monde a oublié, c'est qu'il a passé mauditement proche d'être le troisième. Avant Lindbergh, il y a eu Charles Nungesser et François Colly, 2 as de la Première Guerre mondiale. Ils étaient partis 2 semaines avant Lindbergh, le 8 mai 1927, dans l'autre sens. Paris, New York. Ils volaient à bord d'un bel avion qui ressemblait à une colombe puis à un char d'assaut en même temps. On l'avait appelé l'oiseau blanc. C'était un Lovasa PL8 modifié pour pouvoir mettre 1500 gallons de gaz en tank. Une maudite belle machine. Colly et Nungesser étaient assis dedans, un à côté de l'autre, comme dans un petit char. Au petit matin, à New York, les gens se sont ramassés par milliers pour regarder l'avion amérir juste devant la Statue de la Liberté. Les femmes étaient toutes belles, habillées à la garçonne, puis les hommes étaient en bras de chemise avec des cheveux dominés, puis la reste sur le côté. Tout le monde était bien excité. Ça enflammait l'imagination, comprenez-vous? L'idée de pouvoir traverser l'Atlantique d'un seul grand bond dans les airs. Il y avait le monde entier à découvrir. Moi, j'ai jamais traversé par des Laurentides. Il y avait tellement de monde que la rumeur est partie par le télégraphe
que Nunziata Piccoli avait réussi. C'était même écrit là, dans les journaux de Paris, dans l'édition du soir. Sauf que l'oiseau blanc s'est jamais rendu. Les télégrammes de démenti ont commencé à voler les uns par-dessus les autres, puis le monde a commencé à se demander, mais il est où l'oiseau blanc? Sauf que personne ne savait. Il y en a qui disaient que l'oiseau blanc s'était écrasé quelque part entre l'Angleterre et l'Irlande. Il y en a qui disaient à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Terre-Neuve. Il y en a qui disaient sur l'île d'Anticosti ou dans le Maine. Ils ont fouillé partout dans ces coins-là jusqu'en juillet, sans trouver rien. C'est quoi le rapport avec les lumières dans la montagne? On arrive, là. On arrive. On me racontait encore cette histoire-là, moi, quand j'étais petite. Il y a un trappeur du bout qui a dit au journal qu'il avait entendu un avion survoler son camp puis s'écraser dans la forêt à la hauteur du lac Chitogamo. Le monde a commencé à se dire que les lumières pouvaient avoir été des fusées éclairantes ou bien des feux allumés par les aviateurs. Durant tout le mois de juin de 1927, le monde les a cherchés dans le bois, dans ce coin-là. On n'a jamais rien trouvé. Mais, jusque dans les années 60, on racontait aux petits-enfants que les deux beaux aviateurs s'étaient écrasés ici, au lac Saint-Jean. Puis tout le monde a oublié ça. Comme tout le monde oublie tout le reste. Je ne sais pas comment ça se fait que toi, tu te rappelles de cette histoire-là. Le trappeur qui a vu l'avion s'écraser, il s'appelait Georges Rousseau. Puis Georges Rousseau, c'était le grand-père de ma Margot. Oh! C'est pas le genre d'affaire que tu te vantes, mais dans la famille à ma femme, l'oiseau blanc, c'est une religion. Dans la famille à ma femme, on n'allait pas dans le bois pour chercher de l'eau de Pâques ou des bleuets. On y allait pour chercher les aviateurs. Imaginez-vous ça. T'as 10 ans. Puis ton père t'emmène camper des brûlots puis les mouches noires à la recherche de squelettes puis de morceaux d'épave. Méchante aventure. Mais ça, c'était tout un numéro, le bonhomme. Il avait fait rire de lui dans les années 20. Il l'a jamais pris, puis il a passé sa vie à chercher l'avion puis les pilotes. Même après sa mort, il y a plusieurs de ses enfants qui ont continué à vouloir prouver que leur père était pas fou, puis qu'il n'avait pas rêvé à ça en 1927. Ta Margot a pensé que les lumières, c'était les beaux aviateurs. Oui, puis non. Hein. Elle s'était fait tout un scénario. Elle pensait que si elle suivait les lumières, elle trouverait l'oiseau blanc. Elle s'est mise à ouvrir les vieilles traînes de trappe à son grand-père. Elle était en train de se faire mourir avec ça. Elle avait des migraines tout le temps. Des fois, elle oubliait de s'amener un lunch. J'allais la retrouver dans l'après-midi pour y apporter un sandwich, puis je la retrouvais sans connaissance entre deux souches. Ma pauvre Margot. Après un bout de temps, je me suis fait une patenture pour pouvoir ramener du bois par la rivière avec ma grande barque. Comme ça, je pouvais rester avec elle. Je débroussaillais, je mettais des arbres à terre, je coupais de la bûche. Mais Margot s'épuisait pareil. Elle passait la lutte dans ses trails à attendre que les hosties de lumière se mettent à flasher. Avais-tu peur? J'avais pas peur des lumières, j'avais peur d'elle. Un bon soir, j'ai mis mon poing sur la table. J'ai dit que si elle n'allait pas se faire checker par les docteurs pour ses migraines, ben, j'allais la coller. Là, elle s'est mise à me parler de son père, puis de son grand-père, puis des lumières qu'elle avait vues, puis qu'eux autres aussi avaient vues, puis que moi aussi j'avais vu, puis là, je suis tombé dans les bleus pour vrai. J'ai dit, il y a de la foudre qui tombe dans le bois. Il y a des campeurs qui laissent des feux mal éteints. Il y a des militaires qui essayent je sais pas quelle crise de cochonnerie au-dessus de notre tête pendant qu'on dort. Il y a 1 million d'affaires que tu peux voir du coin de l'œil en allant pisser la nuit avant de te recoucher sans faire un drame. Sauf si t'es un esti de malade dans la tête comme ton grand-père, un esti de bois sans soif comme ton père, puis toi. J'ai enduré toutes sortes d'affaires, puis je vais en endurer encore. Tu vas me casser patience avec tes lumières en montagne. Tu vas me casser patience.
l'histoire quand j'étais avec Margot, puis tu le sais très bien. Puis je pense que si tu voulais pas retourner dans le bois avec elle, c'est parce que tu chiais dans tes culottes. T'as aucune idée comment finit cette histoire-là, Martial? Tu voulais juste me rappeler par la bande que j'ai laissé ta fille pour marier une folle, c'est ça? Comme tu fais tout le temps. Je voulais rien, moi, Mario. Je voulais juste une histoire de peur. T'as aucune idée comment a fini cette histoire? Y a pas de fin! T'as fermé ton camp, puis t'as forcé ta femme à fermer sa gueule. Ouais, j'ai fermé mon camp, mais j'ai jamais forcé ma femme à faire rien. On l'a envoyé chez le docteur, il a pas aimé ce qu'il a vu, fait qu'il l'a envoyé passer un taco. Les docteurs, ils ont annoncé qu'elle avait un cancer dans la tête. Une tumeur en nuage. C'était pour ça, les migraines. Puis c'est à cause de ça qu'elle était après virée folle avec les lumières dans la montagne. Margot est rentrée à l'hôpital juste après les fêtes, puis elle est morte juste avant le printemps. J'avais complètement oublié cette année-là. Je m'excuse, Mario, ça fait longtemps. Ma femme a passé son dernier été à chercher un avion fantôme dans le fin fond des bois. Puis moi, j'ai passé son dernier été à lui donner de la marde. Elle se mourait. Moi, j'y donnais de la marde. Ça s'est pas tellement bien passé. Le pire, c'est que je m'en rappelais plus pour vrai. Ça lui a certainement fait du bien d'en parler. Peut-être. Il parle jamais de rien, Mario, c'est ça son problème. T'as une maudite bonne histoire, en tout cas. Vous trouvez ça? Ah, vraiment! Mais je vous regarde aller tous les trois depuis tantôt. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une histoire à propos de Rénal que je sache pas? Ouais, ça doit être mystérieux pas mal pour vous. Est-ce que j'ai entendu dire que vous l'appeliez Briquet? Ouais, c'est son surnom. Mais c'est pas bien fin de l'appeler de même. Pourquoi? Il y a 10 ans de ça, Rénal a joué avec son zippo à côté d'un sapin de Noël durant le party du jour de l'an à la salle paroissiale. Il y avait 4 sapins en ligne sur le mur qui étaient là depuis la fin novembre, secs à mort à cause du chauffage électrique. C'est comme s'il avait allumé une mèche. Je me rappelle de cette histoire-là, il y a eu des morts, me semble. 22. Rénal puis d'autres, y compris moi, on a eu le temps de sortir, mais il y en a 22 qui sont morts étouffés ou qui ont brûlé vifs. En 5 secondes, le feu avait pris dans les 3 autres sapins, les guirlandes, le toit, puis tout ce que tu veux. La bâtisse a brûlé au complet en 1 heure, mais les gens dedans étaient morts bien avant. J'entends encore les cris dans ma tête quand j'y pense. Ça a dû être épouvantable. Pire que ça! C'est moi qui est allé chercher Rénal chez ses parents. Je l'ai trouvé dans le garage chez son père, entre les galons de gaz mix puis de gaz ordinaire. Il était roulé en boule, puis il faisait son rose. J'ai dit, Rénal, pourquoi tu as fait ça? Puis sais-tu ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu que c'était le bonhomme sur ses posters d'Iron Maiden qui avait dit de faire ça. C'est la dernière fois qu'il en a parlé à quelqu'un. Après, il était à tout le monde, ça ne rappelait pas. Encore aujourd'hui, il dit que ça ne rappelle pas. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Ils l'ont envoyé chez vous.
Moi, j'ai parlé à mes supérieurs pour coroner. C'était pas la première fois que je le pognais à mettre le feu quelque part. Je l'ai dit à tout le monde. S'il sort de l'asile un jour, il va arriver un malheur. Mais tout le monde aimait mieux tout oublier et faire comme si de rien n'était. Quand il est revenu rester chez son père, ils m'ont dit d'arrêter de crier au loup puis de passer à d'autres choses. Mais regarde le loup, la présidente du fan club de Rénal, le pauvre petit chien, pas de médaille. Qui c'est qu'elle appelle quand elle a peur du petit? Elle appelle Martial. Exactement! Elle appelle Martial. Je pense que les gens ici vous font confiance pour faire ce qu'il faut, ce qu'il y a à faire. Ça me dérange pas, Marc Ben. C'est ça, dans un sens, être une police. Faut que tu fasses ta job. Faut que tu prennes les responsabilités. Faut pas que tu attends les compliments, parce que si tu attends les compliments, tu peux attendre longtemps. Ça doit être très dur. J'admire beaucoup les policiers. Bon. Mais de quoi elle a peur, Madame Loulou? Rénal est ici, assis depuis 1h de l'après-midi. Il dit qu'il n'y a personne chez eux. Même elle a de la misère à croire ça. Je reconnais son père. Roland ne serait jamais son fils tout seul une grande fin de semaine. Ça additionne pas son affaire. Mais pourquoi vous n'allez pas jeter un coup d'œil chez lui? Ça me démange depuis tantôt. Moi, je pourrais y aller. C'est-tu très loin chez M. Roland? C'est juste à côté. Ça, tu suis le chemin en sortant d'ici, puis c'est à peu près 10 minutes à pied, mais tu vas être trempé jusqu'à là. Mais ça vaudra la peine, non, pour qu'on soit fixé. C'est sûr que ça rendra service. Connaissez-vous l'adresse? Pas par cœur, mais tu peux pas te tromper. C'est la grande Maison Blanche avec un drapeau du Québec. On se croise les doigts pour que ça soit vrai! Parole 17! On n'aurait pas dû te faire passer à Margot. C'est pas grave, je pense à elle tout le temps de toute façon. Ça passe pas. Ça serait supposé passer, mais ça passe pas. C'est-tu pour arrêter d'en entendre parler que t'as arrêté de te montrer la face des alentours? C'est plus compliqué que ça. J'ai arrêté de traîner dans le bout quand j'ai compris que les gens m'en parlaient tout le temps de la même façon. Comment donc? Comme si je l'avais échappé belle. Margot est morte. La folle est partie. Tu vas pouvoir arrêter d'y courir après. Tu seras plus obligé de la calmer tout le temps. Tu dois avoir de la peine. Tu dois te sentir délivré, hein? Soulagé, peut-être. Les gens te parlent de même. Presque tout le monde. Ils s'en rendent pas compte. Ah, j'ai dit oui pendant une secousse pour qu'ils me crissent patience, mais c'est devenu de pire en pire. J'ai envie de tuer quand la conversation prend cette traque-là. T'as jamais eu envie de refaire ta vie? Je me suis jamais rendu là. Ah, j'ai rencontré des femmes, ça c'était facile. Je suis moins gêné qu'à 20 ans. Il y en a même qui sont venus rester avec moi. Ça n'a jamais marché. Non, jamais. Je fais des rêves. Pas des rêves extravagants, là, des petites affaires de rien qui ont tellement l'air vraies. Je rêve que Margot est tendu linge sur la corde pendant que je gosse dans le garage. Je rêve qu'on se fait bronzer à la plage gouvernementale. Des fois, je rêve de même, puis je me réveille à côté d'une autre femme découverte. T'es-tu déjà réveillé, toi, à côté d'un homme qui avait l'air déçu que tu sois tué, puis pas un autre? Non. Ben, c'est ça qui leur arrive à mes blondes. Ah, j'essaie de le cacher, mais ça me paraît d'en face. Ils sont pas mariés. Ils seront jamais mariés. T'as peut-être juste pas trouvé la bonne. Peut-être. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Je suis sur route. Je travaille. Je mange à des places où les serveuses m'achalent pas trop. Puis le reste du temps, je suis à mon chalet puis je fais du bois. Pratique pour s'occuper le bois, ça finit jamais. Puis tu penses à elle tout le temps. Ouais, tout le temps. Mais quand c'est trop dur, je regarde ça. C'est quoi? C'est la seule affaire que j'ai trouvée dans les trails du bonhomme Rousseau. C'est marqué « Made in France ». Il y a une cigogne de gravé dessus. Puis le régiment de Charles Winchester durant la Première Guerre mondiale s'appelait l'escadrille des cigognes. Je me dis que c'est peut-être pas une preuve, mais c'est une raison de croire.
Pourquoi tu rentres pas, toi, Rénal? Ben, à cause de l'orage. L'orage, c'est qu'on est pas mal, me semble. Oui, mais là, on est ici pour prendre des bière ensemble. Arrête de niaiser. Tu bois des 7-Up grenadines. Puis ça fait 5 heures que t'es ici à gosser ton bout de bois comme un maniaque. On peut arrêter de se compter des tintins briquets. Qu'est-ce que tu veux dire? On est ici parce que Loulou m'a appelé. On est ici parce que Loulou a peur de toi. Loulou, Martial dit que t'as peur de moi. Je dirais plus que je suis inquiète, Rénal. Pourquoi tu veux pas rentrer chez vous? Je voulais juste pas rester tout seul toute la journée, là. Je peux m'en aller à cette heure. Bouge pas de là, Rénal. Pas avant qu'on sache la vérité. Je suis là parce que j'ai peur, moi, avec. Je voulais pas inquiéter mes parents cette semaine. C'était une grosse affaire pour eux autres de me laisser tout seul. T'as peur de quoi? J'ai peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de l'orage. Sont où tes parents, Rénal? Ils sont au chalet. Pourquoi ils répondent pas au téléphone d'abord? Ils sont peut-être à la pêche. On a de la misère à rouler en char dehors tellement il fait mauvais, puis ton père se promène sur le lac à chaloupe. C'est pas un innocent, ton père, Briquet. Appelle-moi pas Briquet! Tu serais mieux de nous dire de quoi t'as peur, Rénal, parce que là, Martial, il te lâchera pas de toute façon. Je fais le même rêve à tous les nuits depuis un mois. C'est quoi ton rêve? C'est dur à expliquer. Je vois une bâtisse que j'ai jamais vue à Saint-André, mais fouille-moi pourquoi, je sais que c'est pas une place que j'invente. Tout d'un coup, je suis à l'intérieur. Tu sais comment ça fait des rêves, hein? Je suis dedans puis dehors en même temps. Il y a du monde assis en rangée devant moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je sens qu'il va arriver quelque chose de terrible. Je veux sortir! Mais c'est impossible! Je suis prisonnier! Continue, Rénal. Il va arriver quelque chose de terrible. Je sais que quelqu'un qui s'en vient, qui nous veut du mal. Je suis pas capable de voir son visage, là, mais je le vois arriver au loin, là, comme des films de cow-boys! Il va tout nous tuer. Il va mettre le feu. Il me fait peur. C'est juste un flashback de quand t'as fait brûler la salle paroissiale. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça! Je suis dans un théâtre! Pas à la salle paroissiale. J'essaie de parler au monde dérangé. J'approche la petite madame au bar avec une veste grise. Je monte dans la rangée jusqu'au monsieur avec une chemise bleue. Je fais l'aller-retour. Des fois, je rage, des fois, je pleure, ça dépend. Je crie. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en. Le monde, il m'écoute pas. Il me regarde comme si j'étais pas là. Comme si j'étais une chose qui n'était pas supposée être capable de reparler. Comme un fantôme? Pas comme un fantôme. Ben, comme quoi, d'abord, Rénal? Il te regarde comme si c'était un personnage dans la pièce. C'est ça? Oui! Y a-tu d'autres mondes avec toi dans le rêve? Ça ressemble pas mal à ici. Je vois Loulou, puis je vois des hommes, mais je les reconnais pas. À un moment donné, l'étranger il est là. C'est lui qui est en train de mettre le feu, je le sais, je le vois! Lui aussi, il est dehors, puis dedans en même temps. C'est qui? Je sais pas, je vois pas sa face. Tu le sais, c'est qui? Non! Oui, tu le sais, dis-le! Je suis pas capable de le voir! C'est toi qui m'as le fait, Rénal. C'est pour ça que t'es venu ici? Je suis arrivé ici sans m'en rendre compte. Ce qui est le pire avec mon rêve, c'est pas un rêve que je fais juste la nuit. C'est un rêve que je fais à tout bout de champ, le jour, le soir. Je pars dans la lune 2 secondes, puis je reviens dedans encore. Je me réveille, puis je sais pas tout le temps je suis où, puis je me rendors, puis je reviens encore dedans. Ça fait que j'ai commencé à prendre mon couteau dans mon rêve, parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose à Loulou. Je suis venu pour te protéger. Rénal, es-tu après à dire que tu rêves en ce moment? Je ne sais pas. Je ne sais plus! Le monde me regarde, mais ils font rien. On dirait qu'ils sont venus pour me voir mourir. Regardez-moi pas. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez-vous-en.
Allez-vous-en. Allez. Allez-vous-en. C'est pas un rêve! C'est un cauchemar. J'ai même pas eu besoin d'enfoncer la porte. C'était pas barré. Ça empestait la boucane, la graisse brûlée. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Il y a 2 corps sirénales attachés sur des chaises, en fer, renversés en plein milieu du salon. Quelqu'un les a passés au feu avant de les éteindre. Mon père puis ma mère? Comment est-ce que je peux savoir c'était qui sans ensemble? Rénal, mais qu'est-ce que t'as fait là? Je le sais pas. C'est pas moi. Je tuerai jamais ma mère. Hey! Martial! Mets-toi pas de ça. Approchez-moi pas. Tu vas lâcher ton hostie de couteau toute faite. J'ai peur, je veux me réveiller. Tu rêves pas, Rénal? Oui, c'est encore mon rêve, je le sais. Vas-y, Martial, fais le temps. Protège ton monde, il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai, Martial n'est pas capable de servir de son gun. Martial est le policier le moins décoré au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Martial est un donneur de ticket, un fonds de pension dans un char à bœuf. Les gens de Saint-André sont plus jamais tangués la star, tu fais rien. Ils vont juste attendre le jour où Rénal va sortir de l'asile. Encore! Faut que ça arrête. Faut que je fasse ma job. Ta job, c'est exactement ça. Loulou, protège-moi. T'as fait assez de mal de même, Rénal. Ça finit à soir. Faites-moi pas mal. Regardez. Tu sentiras rien, mon gars. Loulou! Ferme les yeux, Rénal! Ferme tes yeux! La lumière est revenue. J'ai tué un homme. Que tu connaissais depuis qu'il était haut de même. Un homme? Avoir vu ce que j'ai vu, vous penseriez pas comme ça. Est-ce que je devrais appeler la police à cette heure? Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça prendrait une ambulance ou un corbillard. Réfléchissons comme faut avant. J'ai fait mon devoir. J'avais pas le choix. Il avait mis son couteau à terre, Martial. Ça peut toujours s'arranger. C'est plus les 4 coups de feu qui m'inquiètent. Je voyais rien. Tu l'as pas raté une fois. J'ai pas entendu personne protester. Il a raison là-dessus. On aurait tous pu faire quelque chose, mais on n'a rien fait. Monsieur Martial n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Et après ce qu'il a fait à ses parents, là, les gens vont nous remercier. Peut-être. Mais ils vont être obligés de porter des accusations pareilles. Combien de bières vous avez bu cet après-midi? Faut se débarrasser du corps. Ils vont le chercher partout quand les pompiers vont avoir trouvé ses parents dans la maison. Faut le mettre à une place où ils le retrouveront jamais. Ça te donne pas des idées? Mon camp. Si on met Rénal puis son bicycle là, on va pouvoir enfin tout oublier. C'est le temps d'enterrer les morts, mon chum! C'est le temps d'enterrer les morts. Toutes nos morts! C'est quoi ton plan?
On va commencer par embarquer le petit dans le boîte de ton pick-up. T'as-tu une toile, quelque chose? Je dois avoir une bâche. Parfait! On va attacher tout ça bien comme il faut, puis tu vas aller m'attendre à ton camp. Monsieur Martial va appeler la dépanneuse pour qu'elle vienne me chercher. Je vais coucher à Métabetchouane. Puis dès que mon char est réparé, vous ne me reverrez plus jamais la face par ici. Moi, je vais aller porter mon char au poste. Je vais venir te retrouver au chalet. On va enterrer le petit. Tu vas fermer ton camp. Puis tu vas laisser les freins fermer les trains du bonhomme Rousseau pour de bon. Tu vas revenir en ville, puis tu vas recommencer à vivre, Jésus-Christ! Puis ton gun! Inquiète-toi pas, je vais pas tenter quelque chose au champ de tir. Personne ne va savoir que j'y tire avec. Puis Loulou? Rénal est venu pendant l'orage. Rénal est reparti. C'est bon, ça. On va chercher la bâche. La dépanneuse devrait arriver d'ici 20 minutes. Il me reste une dernière chose à faire avant de partir. Je sais. J'ai compris. Trop tard. Mais j'ai compris. C'est toi que j'ai vu dans le bar. En 1979, quand les frères Larouche ont tiré sur tout le monde. C'était il y a 40 ans, mais c'était toi. Le temps passe. Un peu moins vite pour moi que pour vous autres, malheureusement. C'est ça que tu fais? Tu te promènes de village en village pour jouer dans la tête du monde comme un violonneux? C'est mon travail. Je m'arrange pour que les gens aient des histoires à se raconter. Les gens pognés dans l'orage, les gens qui lisent le journal, les gens qui regardent les nouvelles, les gens qui viennent ouérer ces scènes de crime, tous ceux qui aiment avoir un bon spectacle. Rénal est mort à cette heure. Tu pourrais sacrer ton camp d'ici. Comprends donc une affaire. Reynald mourra jamais, grâce à moi. Les gens de Saint-André vont toujours parler de lui. Ils vont dire aux petits-enfants, mange tes petits pois puis va te coucher, sinon Briquet Quentin va venir te brûler le dessous des pieds. Quand les enfants vont s'endormir, ils vont se rappeler que Reynald n'a jamais été retrouvé après les meurtres. Ils vont se faire croire qu'il vit caché dans les environs, alentour du village, avec un briquet dans ses poches. Oh! Ils vont se faire peur! Ils vont dire, ils ont mis sa maison en feu, avec ses parents dedans. Il a tué la barmaid à coups de couteau, puis il est disparu dans la nature. Les gens vont parler de toi aussi, Loulou. Mais toi, tu raconteras plus d'histoires. À personne.